Pendant des années, Ryan Martin a été célébré non seulement pour ses victoires, mais aussi pour la manière dont il gagnait. Son contrôle était admiré, sa domination incontestée, et son silence interprété comme une force. Il est devenu la référence que les autres poursuivaient, le nom prononcé chaque fois que la cohérence et le sang-froid étaient mentionnés dans le même souffle. La victoire l'a élevé, mais elle a aussi placé sur ses épaules un poids que peu se sont arrêtés à examiner. La victoire l'a rendu exceptionnel, mais elle a discrètement exigé plus de lui chaque saison. Lorsque Ryan a finalement reconnu le poids émotionnel de la course, cela n'a pas pris la forme d'une confession dramatique ou d'un moment d'effondrement. Il n'y a pas eu de fracture visible, pas d'effritement public. C'était plus silencieux que cela et bien plus troublant. Une simple phrase prononcée sans cérémonie a été autorisée à exister sans révision ni défense. À ce moment-là, l'excellence n'était plus seulement admirée, elle était interrogée. L'aveu n'est pas survenu après une défaite ni après une controverse ou une critique. Il a fait surface pendant la stabilité, pendant un succès continu, ce qui l'a empêché d'être considéré comme réactionnaire. La course, a-t-il dit, a fait des ravages émotionnels. Il n'y a pas eu de montée en puissance pour adoucir la déclaration, pas de pause pour inviter à la sympathie. La gravité est arrivée après s'installant dans le silence qui a suivi et forçant les auditeurs à faire face à ce qui n'avait pas été dit pendant des années. Ryan a longtemps été défini par son sang-froid. Dans le monde des hors-la-loi de rue, il représentait le calme sous pression, le coureur qui absorbait le chaos et le transformait en constance. Les victoires se sont accumulées, les attentes se sont durcies. Avec le temps, le récit qui l'entourait s'est rétréci jusqu'à ce que le succès semble prédéterminé plutôt que mérité. Le contrôle n'était plus seulement son avantage, c'était devenu son obligation. Ce que peu de gens reconnaissaient, c'était à quel point ce contrôle devait être maintenu sans relâche. Son aveu a perturbé une illusion soigneusement entretenue, non pas parce qu'il révélait une faiblesse, mais parce qu'il révélait une endurance. Le genre d'endurance qui ne s'annonce pas. Le genre qui ne craque pas et ne demande pas de répit. Il continue simplement absorbant la pression longtemps après que le coup a commencé à s'accumuler. Lorsque Ryan a parlé du bilan, il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, pas d'épuisement masqué par l'humilité. Il n'y avait que de l'honnêteté. Cette honnêteté a tout changé. La préparation sans fin, les longues nuits passées à peaufiner des détails que personne d'autre ne remarquerait. L'attente d'arriver impeccable, saison après saison, sachant que la perfection n'était plus une aspiration, mais une obligation. Dans sa position, l'écart n'était pas considéré comme une variance humaine, il était interprété comme un déclin. L'aveu était important parce qu'il n'était pas présenté comme un aveu d'échec, mais comme une reconnaissance de la réalité. Ryan n'a pas dit que la pression l'avait brisée, il a dit qu'elle existait. Cette distinction a du poids. Elle parle de prise de conscience plutôt que d'effondrement, de réflexion plutôt que de repli. Ses proches l'ont compris immédiatement. Ryan a toujours fait attention à ce qu'il partageait publiquement, non pas par secret, mais par responsabilité. Il comprend que ces mots vont au-delà de lui-même, qu'ils se répercutent vers l'extérieur et qu'ils façonnent la perception. En choisissant de nommer le coût émotionnel, Ryan a signalé que le silence ne servait plus personne, et surtout pas lui-même. Au sein de la communauté des coureurs, ce moment a eu un impact discret. Il a validé des expériences que beaucoup avaient eu du mal à exprimer, en particulier ceux qui pensaient que la victoire devait effacer le doute, la fatigue ou l'isolement. Entendre un synonyme de domination, reconnaître le coût émotionnel, a remis en question l'illusion selon laquelle le succès protège de la fatigue. Monsieur Ryan ne s'est pas étendu sur le sujet. Il n'a pas agrémenté sa déclaration d'humour ni ne l'a justifiée par des explications. Il l'a laissé tel quel, confiant que ceux qui avaient besoin de l'entendre s'y reconnaîtraient. Cette retenue a amplifié son impact. Ce qui ressort le plus, ce n'est pas ce qu'il a dit, mais ce qu'il a choisi de ne pas dire. Il n'a pas blâmé le sport. Il n'a pas remis en question ses choix. Il ne s'est pas présenté comme une victime des attentes. Il a simplement reconnu que le fait de porter le poids d'une excellence soutenue entraîne des conséquences dont on parle rarement. À ce moment-là, le récit a changé. Ce n'était plus seulement une histoire de victoire de record ou d'héritage. C'est devenu une histoire sur le coût humain derrière la domination et sur la résilience tranquille nécessaire pour la porter sans se plaindre. L'aveu a été bref, mais son écho ne l'a pas été. Il a marqué le début d'une conversation qui avait été différée pendant des années. Il a ouvert un espace pour reconsidérer ce que la victoire exige vraiment lorsque les caméras sont éteintes
et que le bruit s'estompe. Le prix de la victoire remodèle la pression bien avant qu'elle ne remodèle une vie. Pour Ryan Martin, le succès n'est jamais arrivé comme une percée unique. Il est arrivé progressivement, par accumulation. Chaque victoire renforçait les attentes. Chaque attente réduisait l'espace dans lequel il était autorisé à exister, autrement qu'en tant que dominant. Avec le temps, la victoire a cessé d'être ressentie comme un accomplissement et est devenue une condition qui devait être maintenue. Dans le milieu des hors-la-loi, la domination est célébrée publiquement, mais gérée en privé. Lorsqu'un coureur commence à gagner régulièrement, tout change autour de lui. Les rivaux l'observent de plus près. Les fans attendent des répétitions plutôt que des explications. La marge d'erreur se réduit jusqu'à ce que les moindres écarts soient amplifiés. Pour Ryan, cette contraction est devenue constante. Ce que beaucoup ne comprennent pas dans le succès durable, c'est à quel point il isole. Perdre invite au dialogue, gagner à l'examen. Lorsque vous devenez la norme, chaque décision est mesurée à l'aune de ce que vous avez déjà prouvé être possible. Ryan a appris très tôt que les erreurs n'étaient plus instructives. Elles étaient interprétées comme des signaux indiquant que quelque chose avait dérapé, que le contrôle était en train de s'affaiblir. Cette interprétation avait un poids émotionnel qu'il exprimait rarement. Chaque course exigeait plus qu'une performance. Elle exigeait une confirmation. La confirmation qu'il était toujours le même coureur. La confirmation que rien ne s'était érodé sous la surface. La confirmation que le récit du contrôle restait intact. Au fil du temps, la confirmation devient épuisante parce qu'elle ne se termine jamais. Ryan l'a ressenti de la manière la plus aiguë, loin de la piste. La préparation a cessé d'être une question de croissance pour devenir une question de préservation. Chaque ajustement a été revérifié non pas par incertitude, mais par crainte de devenir la première fissure visible dans sa propre réputation. Lorsque l'excellence devient l'identité, la protection de cette identité consomme de l'énergie qui serait autrement dépensée simplement pour vivre. Le coût de la victoire va au-delà du seul coureur. Les rythmes familiaux s'adaptent, le temps se comprime, la disponibilité émotionnelle se réduit. Ryan l'a comprise instinctivement et l'a supporté sans se plaindre, croyant qu'apporter de la stabilité signifiait absorber la tension en silence. Cette croyance l'a servi en compétition, mais elle a fait des ravages plus silencieux ailleurs. Il y a aussi le poids de la représentation. Ryan est devenu intentionnellement ou non un symbole de ce à quoi ressemble le succès dans le monde des hors-la-loi. Les symboles ont rarement droit à la vulnérabilité. On attend d'eux des performances constantes et un discours prudent. Ryan a honoré cette attente pendant des années, choisissant la retenue plutôt que l'expression et la discipline plutôt que la divulgation. Ce qui a permis à la pression de durer aussi longtemps, c'est la structure. La routine, la préparation et la concentration ont créé une isolation. Mais même l'isolation la plus solide s'amenuise sous une charge constante. La charge émotionnelle que Ryan a fini par nommer n'a pas résulté d'un seul échec ou conflit, mais de l'effet cumulatif du fait de ne jamais sortir de son rôle. La victoire a un coût parce qu'elle exige la permanence. Le public voit rarement le travail nécessaire pour rester excellent une fois que l'excellence a déjà été atteinte. Ryan a vécu cette exigence quotidiennement, conscient que tout signe de fatigue serait interprété non pas comme de l'humanité, mais comme un déclin. Au fil du temps, cette dynamique a remodelé sa relation avec la joie. Les victoires apportaient un soulagement plutôt qu'une célébration. Soulagement que les attentes aient été satisfaites une nouvelle fois. Soulagement que la norme ne se soit pas encore élevée. Progressivement, le soulagement a remplacé la satisfaction. Et la satisfaction est ce qui soutient la passion. Ryan n'a pas perdu son amour pour la course, mais il a appris de première main qu'aimer quelque chose ne vous dispense pas du poids qu'il vous impose lorsque l'excellence devient non négociable. Ce qu'il a perdu progressivement, c'est la liberté de vivre cette expérience sans conséquence. Chaque course a un poids qui va au-delà du résultat lié à l'héritage, à la réputation et au contrat tacite entre le champion et le public. Admettre la charge émotionnelle n'a pas annulé son succès. Il l'a contextualisé. Il a reconnu que la domination n'est pas seulement une réussite physique ou technique. C'est une épreuve d'endurance émotionnelle qui se termine rarement parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée pour l'attente. Le coût de la victoire n'est pas immédiatement visible. Il ne s'annonce pas par une panne ou un épuisement. Il s'accumule tranquillement dans la discipline du silence et la répétition de l'excellence. L'aveu de Ryan a mis en lumière ce coût sans le dramatiser, permettant à la vérité d'exister sans spectacle.
Ce faisant, il a recadré le succès non pas comme une immunité à la contrainte, mais comme une forme différente de celle-ci, une forme qui exige d'être reconnue précisément parce qu'elle est si souvent confondue avec la facilité. Le poids derrière le volant. Le poids que portait Ryan n'était jamais visible de la manière dont les gens s'attendent à ce que la tension se manifeste. Il n'y avait pas de fissure publique, pas d'apparition manquée, pas d'effilochage évident. Pour Ryan Martin, la pression se cachait derrière le sang-froid sous une préparation et une discipline si raffinée qu'elle semblait ne pas nécessiter d'efforts de l'extérieur. Cette invisibilité faisait partie du problème. La course automobile exige une présence comme peu d'autres activités. Une fois attaché, il n'y a pas de place pour la distraction, pas de place pour la dérive émotionnelle. La concentration devient survie. Avec le temps, Ryan a appris à compartimenter tout le reste en plaçant ses préoccupations personnelles, sa fatigue et ses doutes à l'extérieur de la voiture pour qu'ils ne puissent pas interférer avec l'exécution. Cette compétence l'a bien servi en compétition, mais elle a exigé une suppression interne constante. La suppression n'était pas dramatique mais responsable. Ryan pensait que le désordre mental n'avait pas sa place au volant, surtout lorsque les attentes étaient aussi élevées que les siennes l'étaient devenues. Il en résulte une sorte de rétrécissement émotionnel où tout ce qui n'est pas lié à la performance est reporté indéfiniment. Les émotions reportées ne disparaissent pas pour autant, elles s'accumulent. Dans l'environnement du hors-la-loi de rue, le calendrier ne se repose jamais vraiment. Même lorsque les courses se terminent, la préparation recommence. Il y a toujours un autre ajustement à prendre en compte, un autre rival à analyser, une autre attente à satisfaire. L'esprit de Ryan ne se désengageait que rarement car le désengagement était ressenti comme un risque. Cette vigilance constante remodelait sa perception du temps. Les jours se confondaient, marqués moins par des étapes personnelles que par des cycles de préparation et d'exécution. L'avenir était toujours la prochaine course, le présent était toujours une répétition. Le passé n'était examiné que pour en tirer des leçons, jamais pour le clore. Ce qui a le plus pesé sur Ryan, ce n'est pas la peur de perdre, mais la peur de devenir imprévisible. La prévisibilité est devenue synonyme de confiance. Les équipes lui ont fait confiance. Les fans lui faisaient confiance, les sponsors aussi. Fléchir émotionnellement revenait à introduire de la volatilité dans un système qui reposait sur sa constance. Cette dépendance a engendré l'isolement. Lorsque tout le monde autour de vous profite de votre contrôle, admettre une dérive revient à déstabiliser plus que vous-même. Ryan a intériorisé cette responsabilité, choisissant le silence, même lorsque le poids devenait lourd. Il ne voulait pas faire porter le fardeau à d'autres personnes qui s'étaient déjà investies dans sa réussite. Le silence est devenu une habitude. Les contrôles émotionnels ont été remplacés par des mesures de performance. Au lieu de lui demander comment il se sentait, Ryan lui a demandé s'il était prêt. La préparation est devenue le seul état acceptable, même lorsque la préparation exigeait d'ignorer l'inconfort. Au fil du temps, cette approche a eu un coût. Les moments de calme, autrefois réparateurs, ont commencé à lui paraître envahissants. Le calme a permis à des pensées qu'il avait repoussées de faire surface, lui rappelant que l'endurance a des limites, même lorsque la discipline reste intacte. La voiture est devenue à la fois un refuge et une obligation, le seul endroit où tout avait encore un sens. Le poids derrière le volant n'était pas seulement la pression de la compétition, mais aussi l'accumulation des attentes que Ryan avait absorbées sans renégociation. Les attentes selon lesquelles la victoire serait toujours suffisante, que le calme viendrait toujours naturellement, que le leadership signifiait le silence. L'aveu de Ryan a révélé plus tard à quel point ce silence avait été soigneusement entretenu. Il n'avait pas ignoré le péage, il l'avait géré en privé croyant que la gestion était la même chose que la résolution. Ce n'est pas le cas. Ce qui a changé en fin de compte, ce n'est pas sa capacité de performance, mais sa volonté de prétendre que la performance seule disait tout. Le poids derrière le volant était devenu trop important pour rester anonyme, même s'il n'a jamais interféré avec l'exécution. Cette prise de conscience ne l'a pas affaibli, elle l'a clarifié. Elle lui a permis de voir que la reconnaissance d'une contrainte n'introduit pas l'instabilité. L'honnêteté, contrairement à la suppression, peut être partagée. Pendant des années, Ryan a considéré le poids émotionnel comme quelque chose à gérer individuellement, loin de la piste et de la conversation. Le fait d'en parler a changé l'équation. Le poids est passé de l'isolement au contexte où il peut exister sans que le contrôle ne soit perdu. La voiture est restée la même. Sa discipline est restée la même. Ce qui a changé, c'est le récit qu'il s'est autorisé à vivre, un récit où la force n'exige pas le silence et où l'endurance peut être nommée sans être diminuée.
Le poids derrière le volant ne l'a jamais empêché de courir. Elle l'avait simplement suivi trajet après trajet en attendant une reconnaissance. Lorsque cette reconnaissance est enfin venue, elle n'a pas perturbé sa concentration, elle l'a approfondie. Et dans cette profondeur, Ryan a trouvé quelque chose qui lui manquait, non pas un soulagement de la pression, mais la permission de la porter honnêtement. Famille, silence et sacrifice. Le fardeau émotionnel que Ryan a porté ne s'est pas arrêté au bord de la piste. Il l'a suivi chez lui, s'est installé dans la routine et a tranquillement remodelé la façon dont il se présentait aux personnes les plus proches. Pour Ryan Martin, cela a été la partie la plus difficile à affronter, non pas parce que la tension n'était pas familière, mais parce qu'elle avait été normalisée comme le prix de l'engagement. La course exigeait tout, et il avait appris à croire que donner moins signifierait échouer plus que lui-même. La vie familiale s'est adaptée à son emploi du temps bien avant que quiconque n'en parle explicitement. Le temps s'est mesuré en fenêtres plutôt qu'en jours, en moments coincés entre la préparation et le voyage. La présence est devenue efficace plutôt qu'expansive, axée sur la fiabilité plutôt que sur la disponibilité émotionnelle. Ryan s'enorgueillissait de sa constance, croyant que le fait de se montrer prévisible était une forme de soin. Ce qu'il n'a pas reconnu au début, c'est que le silence peut se faire passer pour de la force. En contenant la pression, il pensait protéger ceux qu'il aimait d'une inquiétude inutile. Il pensait qu'absorber les tensions en privé était une gentillesse, une façon de préserver la normalité dans une vie déjà façonnée par une carrière non conventionnelle. Avec le temps, cette croyance s'est transformée en habitude. Le problème avec les habitudes, c'est qu'elles deviennent invisibles. Le retrait émotionnel ne se manifeste pas par une absence, mais par une fatigue, une distraction ou une réorientation de l'attention. Ryan n'a pas cessé de s'intéresser aux autres. Il a simplement cessé de raconter ce qu'il portait. Les gens autour de lui ont senti le poids sans avoir accès à sa source. Cette dynamique a créé un déséquilibre silencieux. Ryan est resté fiable mais moins ouvert. Les conversations sont restées pratiques. Les préoccupations ont été abordées efficacement plutôt que d'être explorées. Les nuances émotionnelles ont cédé la place à la logistique. À bien des égards, le ménage fonctionnait sans heurts, ce qui rendait plus difficile la reconnaissance de ce qui manquait. Les familles de course apprennent souvent à vivre avec l'absence, mais l'absence émotionnelle est plus difficile à nommer. La présence physique de Ryan lorsqu'il était à la maison permettait de supposer que tout le reste était intact. Pourtant, la charge mentale qu'il portait ne relâchait que rarement son emprise, même dans les moments destinés au repos. Le sacrifice était subtil. Cela s'est manifesté par une patience réduite par des moments où son esprit revenait à la piste sans prévenir. Cela s'est manifesté par la façon dont le temps de récupération était considéré comme une préparation plutôt qu'un renouveau. Ryan pensait que le repos n'avait de valeur que s'il améliorait la performance et non s'il approfondissait la connexion. Cette conviction n'est pas le fruit d'une négligence mais d'une responsabilité. Ryan se sentait responsable non seulement de sa propre réussite, mais aussi de la stabilité qu'elle lui procurait. L'idée que ses besoins émotionnels puissent nécessiter de l'attention lui paraissait indulgente par rapport aux exigences tangibles qui lui étaient imposées. Le silence est devenu la monnaie par laquelle cette responsabilité était gérée. Il ne voulait pas accabler les membres de sa famille avec des angoisses qu'il ne pouvait pas résoudre. Il ne voulait pas que l'inquiétude devienne une distraction. Il s'est donc cloisonné, persuadé que l'amour pouvait coexister avec la distance tant que l'engagement restait visible. Avec le temps, cependant, la distance accumule du sens. Elle n'efface pas le lien, mais en modifie la texture. La famille a appris à lire l'humeur de Ryan à travers son comportement, plutôt qu'à travers la conversation, s'adaptant aux indices qu'il n'a jamais exprimés. Cette adaptation a été efficace, mais elle n'a pas été réciproque. Ryan n'a pas appris à recevoir du soutien de la même manière qu'il en offrait. Ce qui a rendu cette prise de conscience douloureuse plus tard, c'est de comprendre que le silence avait été interprété comme de l'autosuffisance. Son entourage croyait qu'il se débrouillait parce qu'il n'avait jamais dit le contraire. Son calme s'est transformé en assurance, et l'assurance a supprimé l'invitation à poser des questions plus approfondies. Ryan ne s'en est pas offusqué, il a reconnu son rôle dans la formation de cette perception. Il avait été l'architecte de son propre isolement, croyant que diriger signifiait porter un poids sans le redistribuer. Dans la course, cet instinct s'est récompensé. Dans la vie de famille, il réduit lentement l'intimité. La charge émotionnelle qu'il a admise plus tard n'a pas été soudaine. Elle s'est accumulée façonnée par des années de choix de la retenue plutôt que de l'expression. Chaque choix lui a semblé raisonnable en soi. Ensemble, ils forment un modèle
qui laisse peu de place à la vulnérabilité. Les étapes de la vie familiale se poursuivent, les responsabilités sont assumées. En apparence, rien n'était cassé. Cette stabilité permettait de considérer le malaise interne comme une fatigue passagère plutôt que comme le signe d'un déséquilibre. Ryan se disait qu'une fois la prochaine course passée, une fois la prochaine saison terminée, les choses se calmeraient. Ce ne sont pas les circonstances qui ont changé, mais la prise de conscience. Ryan a commencé à remarquer qu'il avait souvent tendance à garder le silence même lorsqu'il y avait un espace pour l'honnêteté. Il a reconnu à quel point cette habitude était profondément ancrée, à quel point il minimisait par réflexe sa propre tension pour que tout le reste fonctionne bien. La prise de conscience ne s'est pas faite sous la forme d'une accusation ou d'un regret mais d'une clarté. Le silence avait protégé les autres, mais il avait aussi protégé la pression elle-même, lui permettant de persister sans contrôle. En ne la nommant jamais, Ryan avait permis qu'elle le définisse discrètement. Parler de la charge émotionnelle plus tard n'était pas seulement une question de course. Il s'agissait de renégocier la façon dont il se présentait à la maison. Il s'agissait de reconnaître que la force n'exige pas l'invisibilité et que le partage du poids ne diminue pas la fiabilité. Ce changement a nécessité de désapprendre des schémas qui s'étaient avérés utiles auparavant. Ryan a dû accepter que les liens familiaux ne soient pas déstabilisés par l'honnêteté, même si cette honnêteté implique des difficultés. Il a dû croire que ses proches pouvaient faire preuve de complexité sans perdre confiance en lui. Le sacrifice du silence avait été bien intentionné, mais il n'était plus viable. Le fait d'admettre le bilan a permis de recalibrer la situation non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Cela a invité à la conversation là où il n'y avait eu que des suppositions. Ce qui a le plus surpris Ryan, c'est la réaction des gens. L'honnêteté n'a pas engendré l'inquiétude, mais le soulagement. Le soulagement que la distance est une explication. Soulagement que le sang-froid ne soit pas l'absence de sentiments, mais leur gestion. Soulagement que les liens puissent s'approfondir plutôt que de se briser sous l'effet de la vérité. La dynamique familiale a commencé à se modifier subtilement. Les conversations se sont développées, les vérifications émotionnelles ont remplacé les vérifications logistiques. Ryan n'est pas devenu moins discipliné ou moins concentré. Il est devenu plus présent dans des moments qui avaient été auparavant éclipsés par la préparation. Le monde de la course automobile présente souvent le sacrifice comme nécessaire et noble, mais examine rarement ce qui est sacrifié. Dans le cas de Ryan, le sacrifice avait été la transparence émotionnelle échangée contre la stabilité et le contrôle. La reconnaissance de ce commerce lui a permis de reconsidérer sa valeur. Il n'a pas regretté les années d'engagement. Il comprenait pourquoi le silence avait existé, mais il ne croyait plus qu'il devait continuer. La charge émotionnelle, une fois nommée, a perdu de son poids simplement en étant reconnue. La vie de famille n'est pas devenue plus facile du jour au lendemain. Les courses sont restées exigeantes. Les attentes sont restées élevées. Ce qui a changé, c'est la manière dont ces demandes ont été formulées. Elles sont devenues partagées plutôt que solitaires, contextualisées plutôt que cachées. Ce chapitre de l'histoire de Ryan n'a rien à voir avec le blâme ou la perte. Il s'agit plutôt d'un recalibrage de la reconnaissance du fait que l'endurance nécessite un renouvellement et que ce renouvellement commence souvent par l'honnêteté la plus proche. La famille, le silence et le sacrifice ont été entremêlés pendant des années. Les démêlés n'a pas diminué l'identité de Ryan en tant que coureur. Cela a élargi son identité en tant que personne. Et dans cette expansion, la charge émotionnelle qu'il avait absorbée seul a finalement trouvé de l'espace pour respirer. Pourquoi il a finalement parlé ? La décision de parler n'est pas venue d'un seul point de rupture. Il n'y a pas eu d'incident dramatique, pas de perte qui a forcé la réflexion, pas de pression publique qui a exigé une explication. Pour Ryan Martin, le moment est arrivé comme le font souvent les prises de conscience après une longue endurance, tranquillement et sans urgence. Lorsque le silence a cessé de se sentir protecteur et a commencé à se sentir inutile. Pendant des années, Ryan a cru que gérer la pression en privé faisait partie des responsabilités qu'il assumait. Il avait appris très tôt que la constance crée la confiance et que la confiance soutient l'élan. Parler de tension revenait à introduire des variables dans un système qui reposait sur la prévisibilité. Plus il réussissait, plus cette croyance se transformait en certitude. Ce qui a changé, ce n'est pas la pression elle-même, mais la compréhension qu'en avait Ryan. Il a commencé à voir que les tensions inexprimées ne se dissipent pas avec le temps. Elles s'aggravent, façonnent les réactions, réduisent les perspectives et limitent la portée émotionnelle d'une manière qu'il est difficile de percevoir de l'intérieur.
Ce qui avait été ressenti comme de la discipline ressemblait maintenant à du confinement. Cette prise de conscience n'a pas affaibli son engagement dans la course, elle l'a aiguisé. Ryan a reconnu que l'endurance fondée sur la suppression finit par atteindre un plafond, non pas parce que la capacité s'estompe, mais parce que la durabilité le fait. Il ne voulait pas atteindre ce plafond sans avoir nommé ce qui avait été transporté en dessous. Il y avait également une prise de conscience générationnelle en jeu. Ryan a compris que sa position dans le monde des hors-la-loi rendait son silence instructif, qu'il le veuille ou non. Les autres l'observaient non seulement pour ses performances, mais aussi pour des indices sur ce que le succès exigeait. Si le succès exigeait l'isolement émotionnel, ce message se répliquerait tranquillement. Il ne voulait pas de cet héritage. Ryan avait vu de jeunes coureurs imiter son sang-froid sans en comprendre le prix. Il les avait vus assimiler le silence à la force et l'abnégation au professionnalisme. La prise de conscience que son comportement pouvait façonner les attentes des autres l'a forcé à reconsidérer la responsabilité qui allait de pair avec l'influence. La décision de parler était aussi profondément personnelle. Des années de cloisonnement avaient créé un fossé entre ce que Ryan ressentait et ce qu'il s'autorisait à exprimer. Pour combler ce fossé, il fallait être vulnérable non pas dans sa performance mais dans son identité. Il fallait accepter que l'honnêteté ne diminue pas sa crédibilité, même si elle remettait en cause des hypothèses. Il n'a pas répété l'aveu. Il ne l'a pas formulé de manière stratégique. Lorsque les mots sont venus, ils ont été prononcés sans fioriture ni défense. La course a fait des ravages sur le plan émotionnel. Il n'a pas précisé combien, ni quand, ni pourquoi. Il a fait confiance à la déclaration pour qu'elle se suffise à elle-même. Cette confiance était significative. Ryan avait passé des années à contrôler la narration par l'omission plutôt que par la fabrication. Laisser une déclaration exister sans qualification semblait risqué mais aussi libérateur. Cela enlevait le fardeau de l'explication et permettait à l'interprétation de se dérouler naturellement. La réponse a renforcé ce choix. Au lieu de déstabiliser la perception, l'aveu a approfondi le respect. Les gens se sont reconnus dans cet aveu. Ils ont compris le poids même s'ils ne l'ont jamais nommé. La vérité n'a pas brisé la confiance, elle a normalisé la complexité. Ce que Ryan a finalement accepté, c'est que le silence avait commencé à travailler contre lui. Il ne préservait plus l'énergie, il la consommait. Parler n'a pas supprimé la pression, mais l'a redistribuée, permettant à un soutien d'exister là où l'isolement avait été le défaut. Il y a également eu un changement dans la façon dont Ryan a perçu le leadership. Le leadership, a-t-il réalisé, ne se définit pas uniquement par l'endurance. En exprimant ce que les autres ont peur de dire, les leaders créent un espace pour l'émergence de modèles plus sains. Ryan n'a pas entrepris de mener une conversation sur la charge émotionnelle. Il a simplement cessé de l'éviter. Le moment était important. Il a parlé après avoir établi sa crédibilité après des années de constance qui ont rendu son honnêteté inattaquable. Il ne s'agissait pas d'une vulnérabilité due à l'insécurité, mais d'une vulnérabilité due à la stabilité. Cette distinction a permis de faire passer le message sans miner la confiance. Ryan a également reconnu que le fait de parler ne l'obligeait pas à changer sa personnalité sur le plan compétitif. Il n'avait pas besoin de courir moins fort ou de se soucier moins profondément des autres. Il devait simplement permettre que le coût humain de l'excellence soit reconnu au même titre que les récompenses qu'elle procure. À bien des égards, l'admission a marqué le passage de la gestion à l'intégration. Au lieu de gérer la pression comme quelque chose d'extérieur, Ryan l'a intégrée dans sa compréhension de lui-même. La pression est devenue un facteur connu plutôt qu'un adversaire caché. Le choix de parler reflète également une plus grande maturité. Ryan ne ressent plus le besoin de prouver sa résilience par le silence. La résilience, a-t-il compris, peut inclure l'expression sans s'effondrer. Elle peut inclure l'honnêteté sans se livrer. Ce qui l'a le plus surpris, c'est que peu de choses ont changé à l'extérieur et beaucoup à l'intérieur. Le monde n'a pas exigé davantage de lui parce qu'il parlait. Cette compréhension a apaisé une tension qu'il n'avait pas réalisée qu'il portait constamment. Ryan n'a pas présenté cet aveu comme un tournant, mais il l'a tout de même considéré comme tel. Cela a modifié sa façon d'aborder la préparation, la récupération et la communication. Cela lui a permis de reconnaître ses limites sans craindre que cette reconnaissance soit prise pour de la faiblesse. La charge émotionnelle n'a pas disparu après avoir été nommée, mais le fait de l'avoir nommée a modifié son pouvoir. Il est passé de quelque chose d'enduré seul à quelque chose de reconnu ouvertement. Ce changement a eu plus d'importance que n'importe quel soulagement immédiat. La raison pour laquelle il a finalement parlé est finalement simple. Le silence avait fait son travail et n'était plus nécessaire.
Parler n'était pas un acte de défi ou de vulnérabilité, c'était un acte de précision. Ryan a préféré l'exactitude à l'apparence, la clarté au contrôle. Ce faisant, il a élargi ce à quoi peut ressembler le succès non pas en abaissant les normes, mais en humanisant le coût de leur respect. L'admission n'a pas clos un chapitre. Il a ouvert une conversation qui n'avait que trop tardé. Et en l'ouvrant, Ryan s'est permis ainsi qu'à d'autres de mieux comprendre ce que l'endurance exige vraiment, lorsque la victoire ne cesse d'exiger davantage. Les changements imprévus. Une fois les mots prononcés, rien de spectaculaire n'a suivi. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de changement d'identité, pas de recul visible face à la concurrence. Pourtant, à l'intérieur de Ryan Martin, quelque chose de fondamental avait changé. L'aveu n'a pas refermé une blessure, il a changé sa façon de la porter. Ce changement, aussi subtil qu'il puisse paraître, a commencé à influencer toutes les décisions qui ont suivi. Le premier changement a été une autorisation interne. Ryan ne s'est plus senti obligé de traiter les tensions émotionnelles comme un bruit de fond à gérer indéfiniment. En les nommant, il s'est autorisé à reconnaître l'accumulation de la pression plutôt que d'attendre qu'elle demande de l'attention. Cela n'a pas affaibli la discipline mais l'a affinée. La prise de conscience a remplacé la répression. Et cette distinction est importante. La préparation a commencé à inclure la récupération comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le repos n'est plus un luxe mais une nécessité. Ryan comprend désormais que la durabilité n'est pas un sous-produit de l'excellence, mais une exigence. La discipline qui se concentrait autrefois exclusivement sur la production a commencé à prendre en compte l'apport non seulement physique mais aussi émotionnel. Dans l'environnement des Street Outlaws, l'impact a été discret mais observable. Les conversations ont changé de ton. D'autres se sont sentis autorisés à reconnaître leurs propres tensions sans craindre de paraître désengagés. Ryan n'avait pas l'intention de devenir une référence pour ce changement, mais sa crédibilité l'a rendu inévitable. Lorsque quelqu'un qui incarne la cohérence parle honnêtement, la salle l'écoute. Ce qui a le plus changé, c'est la façon dont on parle de la réussite. La victoire restait l'objectif, mais elle n'était plus considérée comme la preuve que tout le reste allait bien. L'idée que la domination annule la difficulté a perdu de son emprise. Elle a été remplacée par une compréhension plus nuancée de ce qu'exige une performance soutenue dans le temps. L'héritage de Ryan a commencé à s'étendre au-delà des résultats. Il avait toujours été respecté pour ce qu'il avait accompli, mais il l'était désormais pour la manière dont il l'avait contextualisé. Ce contexte n'a pas diminué ses réalisations. Il les a ancrées dans la réalité, les rendant plus crédibles plutôt que moins. Pour Ryan personnellement, l'avenir ne ressemblait plus à une répétition sans fin d'attente. La pression demeure, mais elle ne le définit plus entièrement. Il peut s'y engager consciemment en s'adaptant plutôt qu'en l'absorbant. Cette flexibilité lui a redonné un sentiment d'autorité qu'il n'avait pas réalisé avoir abandonné. Ce changement n'a pas éliminé les jours difficiles. La course exigeait toujours de la précision du risque et une concentration sans relâche. Ce qui a changé, c'est la manière dont ces exigences ont été satisfaites. Elles sont devenues une partie d'une équation plus large plutôt qu'un tout. Ryan n'a plus mesuré l'état de préparation uniquement à l'aide d'indicateurs de performance. Il l'a mesuré à l'aune de l'équilibre. Il y a également eu un recalibrage de l'ambition, non pas une réduction, mais une clarification. Ryan était resté attaché à l'excellence, mais il n'a plus assimilé la valeur personnelle exclusivement au résultat. Cette distinction a protégé la motivation de l'érosion. Elle a permis à la passion d'exister sans être consumée par l'obligation. D'autres dans le monde de la course ont remarqué la stabilité qui s'en est suivie. Non pas parce que Ryan est devenu visiblement différent, mais parce que la tension qui accompagnait autrefois sa domination s'est atténuée. Il est toujours en compétition féroce, mais il le fait sans la même compression interne. La différence a été ressentie plus que vue. L'impact plus large s'est étendu au-delà de la course. L'aveu de Ryan a remis en question l'hypothèse culturelle selon laquelle le coût émotionnel est la preuve d'un désalignement. La question n'est plus de savoir si la contrainte existe, mais comment elle est gérée et partagée. Ce recadrage est important car il offre une alternative à l'épuisement professionnel. Il a suggéré que la longévité exigeait non seulement de la résilience, mais aussi de l'adaptabilité. Ce message a trouvé un écho profond dans une culture fondée sur l'endurance. En se tournant vers l'avenir, Ryan a compris que l'honnêteté continuerait d'exiger du courage. Parler une fois n'a pas éliminé l'instinct de confinement. Les vieilles habitudes ne se dissolvent pas du jour au lendemain, mais la limite a été franchie. Le silence n'est plus la solution par défaut. Le futur inclut désormais la conversation comme partie intégrante de la maintenance. Les contrôles émotionnels sont devenus aussi légitimes que les contrôles mécaniques. Cette intégration n'a pas ralenti les performances, elle les a protégées.
Ce qui change à l'avenir, ce n'est pas la norme d'excellence, c'est le coût de sa réalisation. Le coût devient partagé plutôt que caché, contextualisé, plutôt qu'enduré seul. Ce changement accroît la durabilité pour les individus et la stabilité pour la communauté. Ryan n'a pas présenté son aveu comme une leçon. Il a simplement dit la vérité. Or, la vérité, lorsqu'elle est dite par quelqu'un que d'autres observent de près, a un pouvoir pédagogique, qu'elle soit voulue ou non. En fin de compte, ce chapitre ne traite pas de la vulnérabilité remplaçant la force, mais de la précision remplaçant le mythe. La précision concerne ce que la victoire exige, ce qu'elle coûte, et comment ce coût peut être supporté sans éroder la personne qui l'assume. Ryan Martin est resté ce qu'il a toujours été, discipliné, compétitif, à la recherche constante de l'excellence. Ce qui a changé, c'est l'espace qu'il se permet d'occuper en tant qu'être humain dans le cadre de cette recherche. Cet espace, une fois reconquis, change tout ce qui suit. Ce que Ryan a partagé n'a jamais eu pour but de le redéfinir, mais cela a affiné la façon dont son histoire est comprise. Il ne s'agissait pas d'un aveu de faiblesse, mais d'une reconnaissance de l'endurance. Si vous voulez comprendre ce que l'excellence durable exige vraiment lorsque le bruit s'estompe et que la pression demeure, suivez cette série. Abonnez-vous, suivez et continuez à regarder. Les moments les plus forts sont souvent ceux qui se produisent discrètement, longtemps après que les moteurs se sont calmés.